Bonjour et bienvenue au 53e Salon international de l'agriculture, ici à Paris, à la porte de Versailles. Au sommaire de ce premier Terre d'Info, le JT, l'inauguration ce matin par François Hollande, inauguration plutôt tendue. Nous entendrons dans quelques minutes en exclusivité sur Campagne TV les premiers mots du chef de l'État. Nous parlerons aussi de la situation dans l'élevage avec Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne. Et puis nous recevrons également dans ce JT Michel Prug, le nouveau président de Coop de France, pour voir avec lui comment les coopératives abordent ces crises entre logique économique, revendications des agriculteurs et attentes sociétales des consommateurs. Et je vous ai donc visite sous très haute tension ce matin de François Hollande à la porte de Versailles. Regardez ces quelques images. Voilà, dans quelques instants, vous allez pouvoir voir ce reportage des premières minutes de François Hollande avec des manifestations ce matin. Et à côté de moi, eh bien, Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne. Bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République l'a dit, on l'entendra dans quelques minutes sur Campagne TV, c'est l'un des salons les plus durs pour les agriculteurs. C'est un sentiment que vous partagez ? Oui, c'est un sentiment qu'on partage complètement à la Confédération paysanne. On est dans une crise sans précédent dans le monde de l'élevage et dans le monde de l'agriculture en général, quoi. On est dans une crise de production, on est dans une crise de revenus, mais on est surtout sur une crise d'identité. On voit que le système agricole mis en place depuis les années 60, il a atteint le bout du bout, et que cette crise d'identité dans laquelle les paysans ne se retrouvent plus, cette perte de repères engendre énormément de malaise, de mécontentement, s'ensuit de plus une perte de revenus. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux où, avant de reconstruire un nouveau monde agricole, il va falloir solder celui-là et il va falloir que les politiques prennent leurs responsabilités pour aider les paysans à sortir de la crise dans laquelle ils sont. Alors on va détailler vos attentes, justement, ce que vous attendez, notamment des pouvoirs publics, mais peut-être aussi de l'Union européenne. Mais avant cela, il y a quand même une tradition dans ce salon de l'agriculture, parce que des crises, il y en a eu un certain nombre depuis 53 ans, une tradition de laisser un peu ses soucis au vestiaire pour apporter la plus belle image de l'agriculture. Là, la situation est grave à ce point que la colère s'exprime dès les premières minutes, les premières heures du salon. Moi, je pense qu'effectivement, le salon, d'habitude, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse où les gens viennent souffler, viennent se changer les idées, viennent se retrouver entre eux. Mais là, on est dans une crise qui dure depuis l'été. Et malgré tous les moyens qu'ont mis les ministres, Manuel Valls notamment avec son plan à l'automne, tous les milliards d'euros qui ont été engloutis dans l'agriculture, rien ne change. Et on n'a pas l'impression qu'il y ait des perspectives d'avenir dans les politiques qui nous sont proposées pour sortir de cette ornière. Donc, dès le départ, les éleveurs sont mécontents. On l'a vu dans les allées, notamment au niveau des vaches laitières, où des éleveurs qui n'étaient pas syndiqués, moi je suis allé discuter avec eux, ont exprimé leur mécontentement. Ils regrettaient d'ailleurs de ne pas avoir pu discuter directement avec le chef de l'État, qu'on était quand même sous une escorte assez encadrée avec le syndicalisme majoritaire qui dirigeait la visite. Et je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas pu laisser la parole à ces gens-là qui sont des éleveurs, qui sont en souffrance, qui se sont fait piéger dans le système productiviste, comme nombre d'autres l'ont été. Et du coup, il nous semble qu'à l'issue de ce salon, on doit pouvoir tracer des horizons communs, nous, syndicats agricoles, toutes tendances confondues, les éleveurs non syndiqués et les politiques, acter le fait qu'il y a un système qui est mort, qu'il faut en changer, et après, quels moyens mettre en œuvre pour en sortir. Alors, parmi les moyens mis en œuvre, François Hollande annonce une refonte de la LME, la loi de modernisation de l'économie, pour, dit-il, rééquilibrer l'état des forces entre les producteurs et les distributeurs. C'est une première piste, selon vous ? Alors, c'est une première piste qui est un peu tardive. Moi, je me rappelle, au mois d'août de l'année passée, il y avait eu une table ronde à l'Assemblée nationale où la Confédération paysanne avait dit il faut revoir cette loi de modernisation qui, quelque part, n'organise pas correctement les rapports commerciaux entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Donc ça, c'est une première piste, mais ça ne sera pas une piste suffisante. Il faut aussi acter le fait que les productions agricoles ne correspondent plus à ce que les gens consomment. Je prends deux exemples. La consommation de porc en agriculture biologique explose en France. On n'est pas capable de fournir. Il y a 3/4 du porc bio qui vient de l'étranger. Et ensuite, les génisses engraissées à l'herbe, c'est quelque chose qu'on ne fait plus en France. Serge Papin, le PDG de Super U, disait que lui, la côte de bœuf de génisse engraissée à l'herbe, qui est un de ses produits phares en rayon boucherie, il va la chercher en Irlande. Donc il faut peut-être se poser, plutôt que de dire aux gens, il faut manger français, il faut peut-être que nous, producteurs, produisions pour ce que les gens consomment. Et ça, il faut inévitablement que l'État prenne ses responsabilités, que tous les acteurs des filières économiques investissent
dans une réorientation de l'agriculture en fonction des besoins de consommation. Mais alors là, ça suppose aussi de se mettre autour d'une table avec, par exemple, la grande distribution, par exemple, les coopératives. Oui, il faut se mettre autour d'une table et il faut que chacun joue le jeu de façon très transparente. On voit quand on rencontre par exemple les grands groupes coopératifs laitiers, je pense à Sodial, puisque personnellement je suis producteur de lait Sodial. Quand on va chez Sodial, ils nous disent mais c'est le problème de la grande distribution. Et quand on demande à Sodial à combien ils vendent le lait à la grande distribution, là on n'a plus de réponse. Donc il faut vraiment que tout le monde mette les chiffres sur la table. Il faut répartir différemment la valeur ajoutée créée dans la filière laitière et il faut arrêter avec le mirage de l'export. Il y a un an, dans ce salon-là, on nous disait « Oui, mais c'est la fin des quotas laitiers dans quelques mois. » C'était au 1er avril 2015. C'est la fin des quotas laitiers, c'est merveilleux. On va pouvoir envahir le marché chinois. C'est des opportunités de développement merveilleuses. Aujourd'hui, on voit qu'il n'en est rien, que le marché chinois s'est fermé, qu'il y a surproduction. Donc il faut revoir aussi la façon dont on va orienter les productions à l'export. On sait qu'aujourd'hui, il y a 90% du lait qui est bien valorisé, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché mondial, parce qu'il y a des produits à haute valeur ajoutée qui sont bien valorisés. Ces 90%-là doivent en découler un prix rémunérateur pour le producteur. Et les 10% restants qui sont sur le marché mondial avec un faible prix, on doit payer 10% de la production de chaque paysan à ce prix-là. Et après, le gars, il fait ce qu'il veut. S'il veut que produire 90%, il sait qu'il sera sur un marché rémunérateur. Mais alors, vous dites qu'il ne faut pas céder aux sirènes, aux leurres des marchés à l'exportation. Si on voit par exemple ce que font certains de vos collègues producteurs, notamment en Normandie, qui aujourd'hui produisent du lait bio qui va être exporté sous forme de yaourt en Espagne, c'est plutôt une chose intéressante, non? Oui, tout ça marche quand même l'exportation. Complètement. Tout ce qui est produit à haute valeur ajoutée, les AOC bien évidemment, ça peut être le lait en poudre infantile, ça peut être le lait oriental sur les pays du Maghreb, ça peut être le lait bio effectivement transformé. Tout ça c'est intéressant parce qu'il y a une valeur ajoutée qui valorise des savoir-faire et qui rémunérera le producteur. Alors sur le fond de la visite de François Hollande, je voudrais qu'on regarde quelques images, Laurent Pinatel, et je voudrais votre avis et votre réaction tout de suite après. Ce matin, donc, le chef de l'État a commencé sa visite fort tôt, peut-être pour être un peu plus tranquille, on va dire. Visite classique avec les éternelles dégustations de produits de terroir, mais très vite, les choses ont un petit peu évolué. On va le voir sur ces images réalisées ce matin par les équipes de Campagne TV. Des explications certes, mais pas toujours suffisantes. Alors, il y a eu ce matin ces incidents, stand du ministère de l'Agriculture, voilà, on les voit à l'instant. Vous en pensez quoi, vous ? Pourquoi le ministère? Parce qu'effectivement, c'est le ministère qui nous donne le là sur la politique agricole. Donc on peut le comprendre. Après, là où je comprends moins, c'est que ce sont des gens qui sont affiliés à la FNSEA qui ont manifesté, alors que Xavier Belin a tenu la main de François Hollande tout le long de l'inauguration. Il y a une espèce de double discours. Alors, doit-on analyser que Xavier Belin a perdu aujourd'hui, de façon officielle, la base de ses adhérents qui sont rentrés en rupture avec lui? Ou alors, est-ce qu'il y a un double jeu de la FNSEA? Peu importe. Il y a des gens qui galèrent. Il y a des paysans qui ont perdu leurs revenus. Et quand on est désespéré, quand on est à bout, effectivement, on peut avoir des attitudes qui sont dures. On peut avoir des attitudes qui peuvent sembler excessives, mais qui se justifient complètement dans le contexte de crise actuelle. En conclusion, on peut dire, c'est en tout cas l'image que cela donne aujourd'hui à la porte de Versailles, c'est que quelles que soient les chapelles syndicales, politiques, les difficultés sont partagées par tous. Mais bien évidemment, les difficultés sont partagées par tous. On revient d'une réunion là, avec François Hollande où il y avait tous les syndicats agricoles. Tout le monde aujourd'hui parle de réguler la production. Tout le monde parle d'organiser les marchés. Eh bien moi je dis chiche, mettons-nous tous autour de la table et faisons en sorte qu'on soit vraiment sur la défense des paysans et non pas sur la défense des intérêts de l'agroalimentaire. Ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats. Mais si on est tous d'accord là-dessus, sur un dénominateur commun, diminuer la production laitière pour faire remonter les prix, ben chiche, on se met tous autour de la table. Par exemple, mardi, sur le stand de la Confédération paysanne, où on fait une grande table ronde avec l'ensemble des syndicats agricoles sur la filière laitière, on espère en ressortir avec des actes communs pour un avenir pour les producteurs de lait. Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci Laurent Pinatel de la Confédération paysanne.
Toujours sur le plateau de Terre d'Info, le JT en direct du Salon international de l'agriculture. Nous recevons maintenant Michel Prug, le tout nouveau, tout jeune président de COP de France, qui a juste un petit problème de siège. Voilà, ce sont les aléas du direct. Bonjour Michel Prug. Bonjour. Alors, on vient d'entendre les revendications de la Confédération paysanne. Quelles sont les causes de cette crise selon vous, vu de COP de France? Vu de COP de France, cette crise qui touche le monde agricole de manière violente, on parle beaucoup de l'élevage, mais on pourrait parler du secteur céréalier, vient de deux faits. Le premier, c'est l'évolution de la politique agricole commune, qui ne met plus de filet protecteur pour faire face aux crises à la volatilité des cours ou aux différentes crises climatiques que l'on peut rencontrer. Et puis des marchés mondiaux qui sont soumis à une très grande volatilité. Rappelez-vous, il y a encore 4-5 ans, on disait que le prix des céréales serait orienté à la hausse pendant très longtemps. Et puis on a un effondrement, on a perdu 60% de la valeur des céréales en l'espace de 4 mois. Alors, on l'a vu et on le redit régulièrement, l'un des problèmes majeurs, c'est le problème russe, cet embargo russe. Est-ce qu'aujourd'hui, cet embargo russe, c'est lui qui plombe l'agriculture française? Alors, l'embargo russe, il y avait l'embargo sanitaire et l'embargo politique. Effectivement, cela a une très forte incidence sur nos débouchés. Ce n'est pas le seul. Nous avons un prix du pétrole qui est très bas, des prix des céréales qui sont très bas. C'est donc quelque part le pouvoir d'achat également de certains de nos marchés ne sont plus présents et nous avons des stocks qui se créent. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de ce qu'a dit tout à l'heure. On l'entendra tout à l'heure sur l'antenne de Campagne TV, on entendra François Hollande. Il a parlé d'une refonte de la loi de modernisation de l'économie pour rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et distributeurs. Votre sentiment là-dessus? Je pense que sur ce sujet, soit nous avons un environnement qui est favorable et la loi accompagne ces mouvements-là. Que la loi veuille créer les conditions, c'est toujours très difficile car on ne va pas contre la nature des choses. Aujourd'hui, nous avons dans ce pays une très forte volonté que le consommateur soit le seul bénéficiaire de l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture française. D'ailleurs, on en parle beaucoup en France parce qu'on est très concerné en tant que premier pays européen, mais nous voyons que ce sujet également concerne bon nombre de pays européens. Et donc derrière cela, c'est cette agressivité permanente de la recherche du prix le plus bas qui est dévastateur pour notre économie. Oui, et d'ailleurs, ça risque de ne pas changer grand-chose pour les agriculteurs parce que entre l'agriculteur et le distributeur, il y a une foule d'intermédiaires, si je puis dire, dans le bon sens du terme, que ce soit vous, les coopératives, que ce soit aussi des grossistes, des représentants, que sais-je encore. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire trop de raccourcis. Nous avons la mauvaise habitude dans ce pays de toujours chercher des boucs émissaires et des causes ailleurs peut-être que là où elles sont. Chez COP de France, dès l'été dernier, quand la crise de l'élevage a été mise en évidence, nous avons parlé, nous, de la problématique des marchés avec un S. Et quand vous regardez l'agriculture française et les différentes productions, vous voyez que nous sommes capables d'approvisionner des marchés à l'exportation, qui pour certains sont décriés, des marchés de proximité, des circuits courts, des circuits longs, et que nous avons une capacité à créer de la valeur ajoutée, mais souvent pas en volume, pas sur les volumes globaux de la production agricole. Et la responsabilité des coopératives est bien de prendre la production de ses adhérents, de la transformer et d'aller sur ces différents marchés. Et donc il faut savoir faire le cycle inverse, c'est-à-dire que veulent les marchés, comment nous adoptons-nous en tant qu'entreprise coopérative et comment adoptons-nous avec nos adhérents coopérateurs leurs exploitations pour être capables de satisfaire ces marchés. Alors bien sûr, on raisonne en premier lieu en termes de prix de revient, mais ce n'est pas que cela. Il n'y a pas que le prix qui permet d'avoir des marchés. Il y a bien les qualités spécifiques et les différents produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Oui, on le voit bien, les consommateurs, ils n'attendent pas forcément que le prix, ils attendent aussi d'être rassurés. Ça nous amène justement à parler d'un de vos chevaux de bataille, la traçabilité. Alors la traçabilité, oui, mais nous, dans la coopération, nous venons de faire un document et sur notre stand, nous avons l'ensemble des produits coopératifs. Peu de consommateurs savent qu'une marque sur 3 est la propriété des agriculteurs au travers de leur coopérative, que nous avons dans les grandes marques de consommation
le consommateur peut nous retrouver et que Eh ben justement, un des Michel circuits les Prug, plus je vais vous courts. demander une chose impossible, mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien, donnez-nous quelques marques qui sont des coopératives. Eh bien, vous allez prendre de la farine Francine, vous serez dans les coopératives. Vous allez acheter un foie gras d'Elpera, vous serez dans les coopératives. Vous allez acheter un poulet du Gers, vous serez dans les coopératives. Et je pourrais vous en décliner, je vous dis, un tiers des marques sont la propriété des agriculteurs. Et donc, vous avez là un raccourci direct au travers de la marque, du producteur au consommateur. On ne peut pas reprocher aux agriculteurs de s'être regroupés volontairement au sein de leur coopérative pour disposer d'outils de transformation et de commercialisation pour aller au consommateur le plus loin possible. Et c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui, ils veulent absolument savoir ce qu'ils mangent. C'est un petit peu ce qui ressort de l'affaire des lasagnes d'il y a quelques années. Oui, vous savez, les coopératives françaises, leur premier travail est de transformer la production de leurs agriculteurs, dont nous sommes bien avec une production française, transformée sur le territoire français, pour le consommateur français. Ensuite, après avoir rempli cette première mission, nous devons chercher à exporter ce savoir-faire français vers d'autres pays qui ont besoin de ces productions. Et il y a des produits de première consommation et puis il y a des produits de la gastronomie française dont on parle souvent et qui fait notre fierté. Mais il y a également les produits de grande consommation qui sont nécessaires. Et souvent, nous avons des marchés de proximité de l'autre côté de la Méditerranée qui sont très importants pour nous et pour ces populations-là. D'ailleurs, sur les produits, on va peut-être avoir l'occasion de les voir dans quelques minutes grâce à une des caméras de Campagne TV. Alors justement, sur les marchés à l'exportation aujourd'hui, tout à l'heure, Laurent Pinatel de la Confédération paysanne disait oui, il faut pas rêver sur les produits, les marchés à l'exportation, c'est pas ça qui va nous sauver. Vous, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne. J'ai écouté M. Pinatel. Ça m'a fait sourire à un moment donné. C'est quelque part la chance dans ce pays, d'un pays démocratique, tout le monde peut s'exprimer, toutes les idées. Mais qu'a dit M. Pinatel? Il est pour l'exportation. Il dit simplement qu'il ne faut pas exporter des produits sans suffisamment de valeur ajoutée. Nous sommes d'accord avec cela, mais il ne faut pas le réduire à exporter uniquement du cognac ou du foie gras. Il faut être capable d'exporter nos céréales. Dans certains cas, il faut être capable d'exporter du porc en l'état. Et donc, je reviens à l'idée initiale, c'est qu'il faut bien identifier les marchés sur lesquels nous voulons être présents, créer les conditions pour être capable de les satisfaire. C'est par la qualité, c'est par des qualités intrinsèques, c'est par du prix dans certains cas. Mais il ne faut pas oublier que la ferme France est la plus grande ferme d'Europe et que nous avons une vocation à accompagner d'autres peuples, d'autres populations, sans vouloir leur enlever leur autonomie alimentaire, mais bien en accompagnant un certain nombre de pays qui ne pourront pas avoir leur autosuffisance alimentaire. Ça, c'est vrai, par exemple, où en Afrique? C'est vrai en Afrique, même si en Afrique il y a un énorme potentiel et notre responsabilité de les accompagner dans leur développement. Mais vous prenez les pays du Maghreb, on sait très bien qu'il n'y aura pas la capacité dans ces pays-là, dans les conditions actuelles, de produire toute l'alimentation nécessaire pour ces peuples. Et nous avons une responsabilité, la collective, humaine, d'approvisionner ces marchés dans les meilleures conditions qui soient. Alors Michel Prug, je voudrais qu'on revienne à la situation française. Il y a un problème majeur qui est un problème européen. C'est le problème de l'étiquetage de l'origine des matières premières utilisées dans les plats cuisinés. Vous, comme les autres, comme la FNSEA, les jeunes agriculteurs, vous êtes pour cette indication de l'origine, mais ça coince au niveau de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'affaire? Je pense qu'il y a souvent... C'est essentiel pour les consommateurs. Oui, nous défendons depuis des années cet aspect de l'identification de la provenance des productions agricoles. Cela semble essentiel. Que pouvons-nous faire? Eh bien, faire pression, débattre. Le président de la République nous a dit ce matin qu'il allait continuer à se battre à Bruxelles pour obtenir satisfaction sur ce sujet. Nous savons que pour des raisons techniques, cela pose quelques problèmes pour les transformateurs. Cela est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Le consommateur a le droit, et nous, coopératives, nous le revendiquons, le droit de savoir la provenance de son alimentation. Michel Prug, juste une dernière question. Le thème du Salon de l'agriculture cette année, c'est agriculture et alimentation citoyenne. C'est pile dans les préoccupations de COP de France. C'est bien, on va avoir du sens. C'est bien cette alimentation citoyenne, c'est bien de mettre en relation des consommateurs avec des producteurs. Les agriculteurs coopérateurs ont fait le choix de s'unir pour avoir des outils de transformation et de commerce pour aller vers le consommateur, car tous les consommateurs ne peuvent pas venir dans une exploitation agricole faire leurs courses. C'est ça notre vocation de coopérative. Merci beaucoup Michel Prug, Merci à vous. président de COP de France. Et c'est maintenant l'heure du débat sur Terre d'Info.
Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité à Campagne TV pour cette interview annuelle en plein cœur du 53e Salon de l'Agriculture. Alors évidemment, ce salon 2016 s'ouvre dans un climat social qui est un petit peu difficile pour les agriculteurs. Ils souhaitent avoir une rétribution, un juste prix, justement, et vivre dignement du fruit de leur travail aujourd'hui. Alors, quelle réponse, j'allais dire structurelle, pouvez-vous leur apporter, tant au niveau national qu'européen, pour leur garantir un prix de revenus décent? Oui, ce 53e salon est sans doute l'un des plus durs à vivre pour les agriculteurs. À la fois, ils veulent montrer l'excellence de leur travail et en même temps, ils veulent exprimer leur inquiétude, pour ne pas dire davantage, leur souffrance face à des crises qui sont répétitives, profondes et qui touchent tous les secteurs, toutes les productions, notamment le lait, le porc, mais ce serait trop simple de réduire la crise simplement à ces deux productions. Ce qu'ils attendent, parce qu'ils attendent des pouvoirs publics un certain nombre de réponses, c'est que l'on puisse alléger leurs charges, c'est fait. Reporter un certain nombre d'échéances, c'est fait, mais c'est surtout de donner de la visibilité. Alors, au niveau européen, ça sera l'action que j'aurai à mener au cours des prochains jours pour qu'il y ait un prix d'intervention pour le lait, pour qu'on retire un certain nombre de productions permettant aux porcs de retrouver un cours décent. Ce qu'ils attendent, c'est que les prix puissent rémunérer leur travail. Il y a une politique agricole qui apporte des aides, mais ce que nous devons faire, et ça sera donc une action dans la durée, c'est faire monter les prix, parce que là, il y a une spirale déflationniste qui s'est hélas installée et qui aboutit à désorganiser toutes les productions. Justement, sur cette notion de prix, au niveau national, vous avez appelé les distributeurs qui sont en bout de chaîne à essayer d'avoir une juste répartition de la valeur pour que justement, en amont, les agriculteurs puissent récupérer un peu plus de prix de vente. Mais avez-vous réellement justement des leviers d'intervention sur des distributeurs qui sont des entreprises privées finalement? C'est vrai que l'État ne fixe pas les prix. C'est en ce sens qu'un certain nombre de protestations sont sans fondement. L'État, il ne fixe pas le prix au niveau européen, il n'y a pas de prix au niveau européen, encore moins au niveau du marché mondial. Mais ce que fait et ce que doit faire l'État, c'est faire pression sur les distributeurs pour que dans cette négociation qui va encore durer 48 heures, il puisse y avoir une vraie reconnaissance du travail de l'agriculteur. Et pour que cette pression puisse être la plus forte possible, j'ai annoncé au cours de ce salon que nous allions modifier une loi qui s'appelle la loi LME, c'est un nom bien compliqué pour dire des choses simples, pour rééquilibrer le pouvoir et pour que les producteurs puissent être mieux considérés. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Et cette loi sera votée avant l'été. Et je dois dire aux distributeurs, même si je ne veux pas faire là aussi de simplification outrancière qui dirait voilà, les seuls responsables ce sont eux. Il faut essayer de voir quelle est la responsabilité de tous. Mais je leur dis attention à ce que vous allez faire dans les 48 prochaines heures parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine loi. Ça veut dire prix d'achat indiqué sur les produits. Derrière ce que vous dites, il y a aussi une nécessaire structuration de la filière globale de l'amont à l'aval. Alors aussi, comment vous pouvez faire en sorte justement que chacun ne reste pas producteur, transformateur et distributeur sur ces points d'appui? Ça s'appelle la contractualisation. Il faut qu'il y ait une organisation de l'ensemble de la filière, du producteur, transformateur, jusqu'au distributeur. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous avez raison. On peut avoir une politique européenne qui soit mieux orientée, nous y travaillons. Il peut y avoir des baisses de cotisations, nous avons annoncé des mesures fortes. Il doit y avoir une mise à niveau des normes. Mais s'il n'y a pas de restructuration, on aura des crises qui vont se perpétuer, se répéter. Et aujourd'hui, la crise principale, c'est une crise de surproduction au niveau européen.
Donc on doit, nous, être plus compétitifs, mieux organisés et avoir cette capacité de ne pas faire peser sur le seul producteur les mouvements qui sont liés à la conjoncture. Autre revendication des agriculteurs aujourd'hui, et vous vous étiez engagé à ne pas surtransposer justement les normes européennes pour justement leur permettre d'avoir une certaine liberté d'entreprendre. Or aujourd'hui, ils ont encore l'impression, tant au niveau social qu'environnemental, que justement, dans les faits, ça ne se concrétise pas. Alors là aussi, quelle réponse vous pourrez leur apporter? La transposition ou la surtransposition des directives, c'était avant 2012. Moi, je n'ai pas du tout ajouté des normes aux normes européennes. Mais je veux que les choses soient claires. On va installer un comité national des normes et les agriculteurs y seront représentés pour qu'on soit sûr que ce qui nous est demandé au niveau européen ou ce qui peut être parfois introduit subrepticement dans une législation puisse être sans conséquence sur les agriculteurs. Donc ce comité, il permettra de donner cette garantie. Permettre de donner cette garantie, soit, mais c'est vrai que, tant au niveau social, il y a un dumping social entre les coûts horaires allemands, polonais ou français. Au niveau environnemental, les agriculteurs sont les premiers à vouloir justement développer la méthanisation qui va dans le sens d'un développement durable et raisonné de notre agriculture. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il faut 5 ans pour avoir un méthaniseur en France et en Allemagne, enfin en France, et 2 ans en Allemagne. Donc du coup, forcément... Vous avez raison, c'est pour ça que j'ai fait accélérer ce processus. C'est pareil pour les installations classées. Vous vous rappelez, il fallait un régime d'autorisation pour un certain nombre d'exploitations nouvelles qui s'ouvraient. Je l'ai fait passer au régime de la déclaration. On a réduit le temps et il en sera de même pour la méthanisation, pour tout ce qui est diversification. Il n'est pas acceptable qu'on prenne plus de temps en France que chez nos voisins allemands. Vous avez parlé aussi du dumping, ça c'est un vrai sujet. On ne peut pas avoir un grand marché européen et avoir des règles sociales différentes. Et notamment des pays qui n'ont pas de SMIC. Et pour ça qu'en Allemagne, ils l'ont réintroduit, le SMIC. Mais je m'en suis expliqué avec la chancelière Merkel. C'est bien de vouloir une harmonisation, mais elle doit se faire partout, y compris au niveau de l'agriculture. Il ne peut pas y avoir de secteur qui échappe à l'harmonisation. Justement, au niveau de l'agriculture, on a l'impression que sur les 28 pays européens, en gros, il y a plus de pays libéraux que de pays qui ont une gestion social-démocrate. Donc du coup, justement, est-ce que vous avez les moyens de peser justement sur ces ambitions-là? Je vous le confirme. Il y a une conception en Europe qui est de penser que c'est le cours mondial qui doit s'imposer, qu'il faut supprimer un certain nombre de règles et faire que l'agriculture soit un produit comme les autres. Mais l'agriculture, ce n'est pas un produit comme les autres. C'est ce qui contribue à notre alimentation, à même notre qualité de vie, et j'allais dire même notre santé. Donc l'agriculture, elle ne peut pas être conçue comme une marchandise qui va s'échanger. Bien sûr que nous exportons, mais nous devons le faire avec des règles. Et si nous importons, nous devons imposer ces règles. Parce que si nous, on n'utilise pas d'OGM et que des produits rentrent avec ces déformations-là, alors nous ne sommes pas dans le même contexte. Et donc je veux que l'Europe puisse avoir des règles communes, partout appliquées, et que pour les grandes négociations internationales qui vont arriver, et notamment avec les États-Unis, peut-être demain avec l'Amérique latine, eh bien nous puissions être extrêmement vigilants pour que les normes sanitaires soient les mêmes pour tous. Justement, vous parliez du traité transatlantique. Oui. Alors, une des revendications là aussi des agriculteurs français, c'est de pouvoir clairement identifier l'origine des produits, qu'ils soient des produits bruts ou des produits transformés. Là aussi, pour que le consommateur puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Là aussi, il va falloir réussir à l'imposer. Alors, commençons par l'Europe, puisque moi j'ai voulu que pour l'ensemble des produits transformés, il y ait l'étiquetage qui soit maintenant possible pour un pays comme la France. Ce que je veux, et ça va être dans la négociation qui va maintenant s'ouvrir, la Commission doit nous répondre très rapidement, ce que je veux, c'est qu'on puisse dire sur un produit transformé, c'est-à-dire sur tout ce qui a trait notamment à l'industrie agroalimentaire, on puisse dire, chaque fois qu'il y a de la viande, d'où vient cette viande, et que l'on puisse donc faire l'étiquetage obligatoire. Puis après, une fois qu'on l'aura fait au niveau français, au niveau européen, il faudra l'imposer au niveau mondial. L'imposer au niveau mondial, mais aussi sur les produits transformés. C'est important. Sur les produits transformés, oui. Parce qu'on le fait déjà sur viande française. Ça, ouais. bon, quand on va chez le boucher, on sait d'où vient la viande, mais on ne le sait pas quand on achète un produit surgelé, par exemple, ou un produit cuisiné, d'où vient la viande. Eh bien,
maintenant, dans 2 ou 3 mois, puisque ça sera, je l'espère, accepté par les autorités européennes, enfin, là je me battrai pour que ce soit le cas, eh bien on aura cet étiquetage obligatoire. Monsieur le Président, on l'a vu ce matin, hein, le mal-être paysan est réel aujourd'hui. Il y a eu quelques actes de violence ce matin qui ont conduit justement à certaines échauffourées avec quelques agriculteurs. Il n'empêche que ça révèle un mal-être qui gagne quand même ces territoires ruraux. Alors comment on peut faire pour recréer le lien social et durable avec ces acteurs des territoires ruraux ? La colère, moi je l'entends et je la comprends, parce que quand il y a des crises aussi nombreuses, aussi répétitives, mais elles ont une cause, ces crises. Et il faut que les agriculteurs la connaissent. Cette crise, c'est d'avoir libéralisé. Cette crise, c'est d'avoir considéré que c'était l'offre et la demande qui devaient fixer le prix. C'est qu'on ait cassé les organisations de marché. Et là, prenons l'exemple des quotas laitiers, puisque les laitiers ont exprimé leur mécontentement. Bon, ils se sont adressés à l'État. Je suis le chef de l'État, c'est bien légitime. Mais qui a cassé les quotas laitiers ? Qui a pris cette décision avant 2012 et avec les conséquences que l'on sait ? Donc, les agriculteurs doivent savoir que maintenant, nous devons agir au plan européen pour avoir des régulations, pour avoir des prix rémunérateurs, pour qu'on remette un certain nombre de règles communes. Et puis, deuxièmement, je pense que les agriculteurs doivent savoir qu'ils sont défendus, qu'il n'y a pas de crise qui puisse rester sans solution, qu'il y a une perspective. Parce qu'on finirait par oublier, à cause de ces souffrances, de ces douleurs, de ces inquiétudes, que l'agriculture française, c'est la première agriculture en Europe. Que l'agriculture française, elle exporte. Que l'agriculture française, elle a des produits de très grande qualité. Et donc, je veux en remercier les agriculteurs parce que c'est eux qui y contribuent. Mais il y a une espérance à porter. Il y a un avenir pour l'agriculture. Beaucoup de jeunes agriculteurs se disent, est-ce qu'on peut s'installer ? Oui, ils s'installent encore en ce moment. Et nous pouvons leur donner plus de capacité à réussir leur installation si nous développons l'innovation, la recherche, si nous leur permettons d'avoir des investissements. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une visibilité. Ce qui fait vraiment le drame de l'agriculture, le plus souvent exprimé dans les salons, et j'en ai fait un grand nombre, je peux vous le dire, c'est à chaque fois, mais quel est l'avenir ? Quelle est la perspective ? Et donc, au-delà des crises, ce qui est le rôle du président de la République, de l'État, c'est de dire quelle est la perspective. Il y a un avenir pour l'agriculture, j'en suis sûr. Il y a un avenir pour l'agriculture, une agriculture qui embauche aussi. Et justement, vous avez en 2016 lancé un certain nombre de mesures pour l'emploi et pour la formation. Est-ce que là aussi, vous pouvez expliquer à nos agriculteurs que justement, ce sont des mesures qui les concernent, que ce soit l'alternance, parce qu'on est là aussi un métier qui s'apprend sur le terrain. Donc justement, il faut intégrer l'agriculture dans ce plan ambitieux de formation que vous avez. D'abord, un agriculteur fait vivre 7 autres emplois. C'est pour ça que défendre l'agriculture, c'est défendre l'ensemble de l'économie. 7 autres emplois, aussi bien pour fournir les matières premières que les engrais, que les matériels, et puis ensuite tout ce qui est l'industrie agroalimentaire. L'agriculture, elle exige un haut niveau de formation. Et c'est pour ça que j'ai mis priorité à l'enseignement agricole. L'enseignement agricole qui reçoit plus d'élèves aujourd'hui qu'il y a quelques années et qui permet à ces élèves d'avoir un haut niveau de qualification. Parce que pour être agriculteur aujourd'hui, il faut disposer d'une science, d'une connaissance. Et donc je crois vraiment à la formation. Pour ce qui concerne les baisses de cotisations et de charges, je ne le fais pas pour simplement un secteur, je le fais pour toute l'économie. Et si j'ai, avec le gouvernement de Manuel Valls, fait baisser de 10 points les cotisations, c'est parce que l'agriculture n'était pas bénéficiaire du CICE, le fameux crédit impôt compétitivité emploi. Il y avait certaines structures qui en bénéficiaient autour de 3 milliards d'euros, mais pas les agriculteurs. Donc maintenant, ils auront les baisses de charges comme les autres secteurs de l'économie. Je n'ai pas fait là aussi une distribution parce qu'il y avait une difficulté. J'ai considéré que les agriculteurs devaient avoir les mêmes droits et les mêmes donc baisses de cotisation que les autres secteurs de l'économie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce plan de formation, les 500 000 formations que j'ai proposées, eh bien pour beaucoup de demandeurs d'emploi, ça peut paraître paradoxal dans un contexte de crise, eh bien on pourra les conduire vers des formations de qualité dans les métiers liés
à l'agriculture et à l'environnement. Parce que là encore, la conférence sur le climat, elle va ouvrir des perspectives, y compris pour l'agriculture. Pour l'agriculture, raisonnée, puisque c'est vraiment ça le challenge et la perspective de l'agriculture de demain. Avec le thème produire plus et produire mieux. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture avec Olivier Allemand. Bonjour. Bonjour Philippe et merci de m'avoir remplacé au pied levé. C'était un exercice amusant et intéressant, surtout ce qui vous a permis de rencontrer le président de la République pendant une quinzaine de minutes. Tout d'abord sur le climat de cette rencontre. Alors moi, effectivement, on sait que le contexte de ce 53e salon est compliqué. On l'a vu ce matin. Et on a rencontré un président qui était ouvert au dialogue et qui était là réellement pour dialoguer avec ses agriculteurs. Évidemment, ça ne fait pas tout. Mais il a aussi annoncé dans cette interview exclusive un certain nombre de mesures actées et qui sont là aussi et qui vont dans le sens que souhaitaient les agriculteurs. Alors il y a cette fameuse refonte de la LME, la loi de modernisation de l'économie. Ça, c'est essentiel. Parce que le président, visiblement, veut rééquilibrer un peu les pouvoirs entre agriculteurs et distributeurs. En tout cas, dans cette interview, il s'y est engagé réellement. Alors évidemment, je lui ai posé la question de savoir s'il avait les moyens de ses ambitions. Et lui, effectivement, avec cette modification de la loi de modernisation économique, il pense pouvoir justement rééquilibrer les choses, notamment en imposant le prix d'achat aux agriculteurs sur les étiquetages des produits achetés. Et ça aussi, c'est une vraie révolution, par contre. C'est-à-dire que nous, consommateurs, nous aurons plus d'informations sur ce que nous achetons. Il y aura l'information du prix acheté d'achat à l'agriculteur et du prix, évidemment, que vous payez chez votre distributeur. Et il y a un autre engagement qu'il a pris aujourd'hui, c'est celui d'avoir l'origine des produits sur les étiquetages. Ça veut dire origine des produits bruts, mais aussi origine des produits transformés. Et là aussi, c'est une annonce importante ce matin. Avec un ultimatum à la grande distribution, on l'a entendu dire, les distributeurs vont avoir 48 heures pour, on va dire, bien se comporter, et en fonction de leur comportement, la loi sera plus ou moins adaptée. C'est quand même un avertissement sans frais. C'est un avertissement sans frais. Il leur est resté jusqu'au 29 février pour pouvoir rentrer dans ce qu'il appelle une stratégie de filière, où effectivement la répartition de la valeur doit se faire de manière beaucoup plus équitable. En tout cas, il aspire à cette ambition. On a l'impression que le but du jeu, l'objectif ce matin à l'Elysée, c'était de désamorcer la crise dont on a pu voir les effets ce matin. Vous en parliez pendant l'interview de ces agriculteurs qui sont venus manifester un peu bruyamment sur le stand du ministère de l'Agriculture. Oui, crise qui, selon le président de la République, a réellement une origine libérale parce qu'on n'a pas pu justement réguler les marchés. Et donc, lui revient sur une conception beaucoup plus, on va dire, organisée de l'agriculture française et européenne, voire même mondiale, puisqu'à un moment donné, il faisait allusion aussi aux différents traités transatlantiques pour justement organiser ces échanges au niveau mondial pour éviter les baisses de cours mondiaux et la surproduction qui est la cause de la baisse des coûts aujourd'hui. Autre chose sur les normes, la France avait généralement l'image du pays qui l'avait plus blanc que blanc, qui rajoutait des normes françaises aux normes européennes et qui plombait entre guillemets le travail des agriculteurs. Aujourd'hui, plus question visiblement de rajouter des normes aux normes. Alors, plus question, selon le président de la République, de rajouter des normes aux normes. Il n'empêche que concrètement sur le terrain, les agriculteurs, quand ils veulent construire un méthaniseur, aujourd'hui c'est compliqué. Il y a encore le dumping social avec les normes sociales qui sont différentes en Allemagne, en Pologne ou en France. Donc c'est vrai que j'ai senti un président volontariste, mais il n'empêche, on peut se poser la question des moyens justement de pression pour imposer ce volontarisme au niveau européen notamment. Oui, parce que c'est facile de faire pression sur la grande distribution, c'est un peu plus compliqué de faire pression sur nos partenaires européens. Partenaires européens qui sont à dominante libérale, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, sur les 28 pays européens, on a une dizaine de pays qui sont en tendance social-démocrate, mais on a quand même tout le reste qui attend finalement qu'une des 28 agricultures tombe ou ait des difficultés si importantes, justement pour préempter ce marché-là. Donc il ne faut évidemment pas que la place de l'agriculture française soit préemptée par les autres. Alors, question simple, est-ce que le soldat Hollande a réussi sa mission de déminage du salon de l'agriculture? Alors le soldat Hollande a réussi à déminer déjà en amont sa mission au salon de l'agriculture. Il y a eu effectivement quelques points d'exaspération qu'on a suivis tout au long de cette matinée. Il n'empêche
que dans le dialogue et dans la méthodologie de dialogue dans laquelle il était, je pense effectivement qu'il a quand même convaincu la majorité des agriculteurs qui étaient présents aujourd'hui, parce que certains avaient peur qu'ils ne viennent pas du tout. Donc il a quand même marqué un intérêt fort, vrai, et je le pense sincère, sur l'importance de la première agriculture européenne. Alors, question aussi politique. On l'a vu dans cette interview plusieurs fois, des allusions à l'avant 2012. Est-ce que ça veut dire qu'on avait ce matin un président en campagne, à la campagne, pour les élections présidentielles de 2017 ? En tout cas, ça ne vous a pas échappé que sur tous les sujets qu'on a traités, que ce soit l'emploi, la formation, que ce soit l'étiquetage ou même la politique de structuration des filières, parce qu'il a insisté sur ce point-là aussi, évidemment, il se projette sur une échéance de moyen terme. Donc on sait pertinemment qu'il lui reste moins de 18 mois sur son quinquennat. Il est bien clair que la mise en œuvre des perspectives qu'il a tracées ce matin nécessite un temps plus long. Voilà. Donc, on va dire en tout cas que c'était un président qui était intéressé par les campagnes et qu'il était peut-être. Eh bien écoutez, merci beaucoup Olivier d'avoir réalisé en exclusivité pour Campagne TV, il faut le dire, cette interview de François Hollande. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Campagne TV.